Hello, hello! Vous êtes tous là? Bonjour! C'est Cécile. Alors, vous avez un chat normalement à droite de l'écran. Faites-moi un petit coucou si vous m'entendez. Super, bonjour! On m'entend. Ben, c'est super ça. C'est super. C'est une bonne nouvelle. Bon, bonjour à tous. On va laisser quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Et puis, donc, pendant ce temps-là, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. Euh, Hop, alors, je reviens. Alors, j'ai plusieurs écrans. Donc, vous ne me voyez pas encore, normalement. Vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas encore. Ça ne devrait plus tarder. Hop, il faut que je réduise ça. Hop là. Comme ça. Normalement, je vous vois moi aussi. Alors, j'espère que tout va fonctionner techniquement. Alors, comme vous êtes très très nombreux ce soir, en fait, je ne vais pas pouvoir surveiller le chat en temps réel. Donc, ce que je vous propose, c'est que je garde un œil dessus et vous essayez d'interagir seulement quand c'est vraiment nécessaire, quand il y a une question que vous ne comprenez pas pour m'interrompre ou quand je vous sollicite pour les questions, parce que sinon, en fait, personne ne va arriver à suivre le volume d'informations qui circulent dans le chat. Alors, il faut que en fait, je ne vois plus le chat. Donc ça, c'est embêtant pour moi. Où est-ce que vous êtes? Là, voilà, je vous vois de nouveau. Donc Claire qui dit pas de son. En fait, comme il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait du son, normalement, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Je vais reconnecter, c'est OK. Voilà, super. Merci Claire. Oui, donc je vous disais, donc les règles du jeu, hein, donc de pas trop abuser du chat. Donc si vous voulez tester, c'est le moment. Pendant que tout le monde est en train de se connecter, il y a déjà 92 personnes qui sont en ligne. Donc ce webinaire, j'organise parce que c'est un sujet que vous avez choisi d'avoir. En fait, ce serait mieux si vous me voyez quand même. Là, voilà. Est-ce que vous me voyez? Normalement, ça y est, vous me voyez. Donc voilà, c'est quand même plus sympa. Oui, je l'organise parce que c'est un sujet que vous avez choisi, mais ce qui se passe, c'est que je suis allée en métropole il y a pas très longtemps. Et n'abusez pas du chat, j'aigle, là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous surveille du coin de l'œil. Et du coup, je me suis rendu compte, parce que c'est vrai, quand je vis en Martinique, je ne me rends pas forcément compte de la température qu'il fait. Et ce webinaire, il va pas du tout avoir la même tête qu'il aurait eu. Je pense que j'aurais parlé un petit peu comme tout le monde du Ravinsara ou de ces huiles essentielles-là, un petit peu à tout faire en hiver pour soigner la grippe, etc. Mais le fait d'avoir été là-bas, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le rhume, la grippe, il y avait aussi la peau qui tire, les petites journées très courtes, etc. Donc ça va être un petit peu plus riche que prévu. Ce que se passe, c'est que je prévois 1 heure où je vais intervenir, je vous ferai un petit peu participer. Et puis, 1/2 heure, en fait, où je répondrai à toutes les questions que vous vous posez. Voilà. Alors, j'ai préparé un PowerPoint. Je ne sais pas si vous allez me voir tout le temps, parce que visiblement, ma caméra fait des siennes. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez, c'est déjà ça. Voilà, donc je vais passer au programme. Donc, on va voir dans une première partie tout ce qui est mots de l'hiver. Donc, c'est vraiment le gros du sujet. Ensuite, on va parler de la diffusion, un sujet un petit peu plus léger pour créer une ambiance chaleureuse chez soi. Je vous partagerai mes petites recettes. J'ai notamment mis au point, voilà, pour Noël, une petite recette de diffusion que j'aime beaucoup. Je vais partager ça avec vous.
Et puis, on parlera ensuite des problèmes de peau, sèche, circulation sanguine, ça aussi en hiver, ça arrive. Et on finira par l'énergie de l'hiver. Là, c'est un thème un petit peu plus léger pour terminer, parce que ça va vous faire beaucoup d'infos. Voilà, alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? J'ai parlé du programme, j'ai parlé des règles du jeu sur le chat, on n'en abuse pas, sinon je vais passer mon temps à lire ça. Et puis, bah non, voilà, on y va. On est parti. On est parti sur les mots de l'hiver. Alors, les mots de l'hiver, quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui fait, alors dans le chat, à vos claviers, parce que je vais vous faire travailler ce soir. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de l'hiver? Pourquoi est-ce qu'on tombe malade l'hiver? Qui peut me dire ça? Allez, vous travaillez un petit peu. Les virus, ouais, mais plutôt contextuel. Le climat, exactement. J'ai vu passer le climat, Alain. Donc, les basses températures, le froid, le manque de lumière. Il me manque encore quelque chose qui est plutôt de l'ordre de nos habitudes, en fait. Ce qui se passe l'hiver. Personne ne l'a encore. Le chauffage, déjà que ça chauffe. En fait, c'est plutôt le fait qu'on vit un petit peu confiné. On vit un petit peu confiné. J'ai identifié 3 facteurs finalement qui favorisent le fait qu'on est malade en hiver et qu'on va être plus sensible. Et puis c'est prouvé, il y a plus de cas de maladie. C'est le fait qu'il y ait moins de soleil, moins d'UV. En fait, du coup, ça ne détruit pas les agents pathogènes. Donc, ils vont être plus résistants grâce à ça. Il y a évidemment tout ce qui est fatigue. J'ai vu aussi passer dans le chat la fatigue, la déprime saisonnière qui va jouer avec un impact sur le système nerveux. Et donc, tout ça va faire aussi qu'on va diminuer notre résistance. Les températures basses, le froid, évidemment, c'est ce qui est venu en premier. Mais ça a aussi un impact, en fait, sur les virus. Alors, il y a 2 choses. C'est que le froid favorise la résistance des virus. D'ailleurs, c'est pour ça quand on est malade, on se met à faire de la fièvre, etc. Parce que c'est la façon dont notre corps lutte contre les virus. Et puis, il y a aussi le fait que nos barrières naturelles, on va revoir ça un petit peu plus loin dans l'immunité, nos barrières naturelles sont mises à mal par le froid. Je vous raconterai l'histoire d'une souris, en fait, une expérience qui a été faite avec des souris, c'est très intéressant. Il y a aussi, avec le froid, un phénomène de vasoconstriction qui s'opère avec nos vaisseaux sanguins qui se contractent avec ce froid-là et qui va occasionner un certain nombre de problèmes de circulation sanguine. Et puis, ça, voilà, ça n'a pas été dit clairement, c'est tout ce qui est, j'ai appelé ça confinement. C'est-à-dire que l'hiver, on vit dans des pièces qui sont chauffées, qui sont plutôt fermées, qu'on ne pense pas forcément aérer. Et du coup, on va concentrer les microbes, évidemment, ce qui va favoriser la contagion, même dans les transports en commun, quand on est tous ensemble, là, dans le bus, bien chauffé, etc. Et ben, ça va évidemment favoriser la contagion, les microbes. Oui, je vois passer moins de vitamine D. Oui, ça, c'est lié à la luminosité aussi. Tout ça joue. Alors, quelles sont les maladies qu'on rencontre en hiver? Allez, vous participez toujours dans le chat. Qu'est-ce qu'on a comme maladie d'hiver? La gastro, super, exactement. La grippe, oui, toute la sphère ORL, sinusite, rhino. Là, je crois qu'on a toute la, on a toute la panoplie des maladies d'hiver qui vient d'apparaître dans le chat. Alors, effectivement, voilà, alors, du coup, on ne voit plus. Alors, est-ce que je peux rajouter la caméra? Alors, il y a 3 maladies, 3 grands types de maladies l'hiver. On va avoir les maladies qui sont liées à la sphère ORL. J'ai vu passer dans le chat avec tout ce qui est grippe, rhume, rhinopharyngite, bronchite, les autres types aussi. On va avoir la sphère digestive. J'ai vu passer, oui, l'angine aussi, Nathalie, oui, exactement. Digestif avec la gastro. Ça, la gastro, c'est vraiment le virus qui apparaît là, en cette période, là, novembre-décembre. Il aime bien, c'est sa période. Et ce qui est moins apparu dans le chat,
chat que vous avez moins dit, c'est tout ce qui est problème circulatoire. La couperose, hein, c'est beaucoup en hiver que ça survient, et tout ce qui est problème d'engelure. Je ne sais pas si certains ont déjà eu exactement aussi la maladie de Raynaud avec le froid. Marie, merci. Et donc, tout ça apparaît en hiver. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on a des huiles essentielles pour tout ça. Alors, les maladies de l'hiver, plutôt virus ou plutôt bactéries? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans le chat. Virus, bactéries? Ouais, hein, on a un petit peu de tout. Virus, virus, virus. Non, on a beaucoup virus et vous avez raison. Vous avez raison. En fait, c'est souvent des virus qui nous embêtent l'hiver, disons. En fait, c'est 9 fois sur 10. Hein. Après, j'ai regardé un petit peu les statistiques. Donc, ce qui est terrible, c'est que finalement, on prescrit des antibiotiques, hein, comme le dit la campagne qui avait circulé en France. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et les antibiotiques, comme leur nom l'indique, c'est contre bio, la vie. Et or, ça n'agit que sur les bactéries. Donc, vous imaginez bien que si en hiver, on essaye de combattre des maladies virales avec des antibiotiques, ça ne peut pas fonctionner. Hein, donc, évidemment, on a aussi des bactéries. C'est pas toujours facile, hein, d'ailleurs, de faire la différence. Les médecins font la différence finalement en ayant les informations, les analyses, en disant bah voilà, en ce moment c'est un virus qui traîne, en ce moment c'est plutôt une bactérie. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de le savoir. Et voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, le virus, il est pas vivant. Hein. Le virus, c'est vraiment des choses qui sont pas terribles. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est complètement inerte, qui est protégé grâce à une coque et qui va se servir de notre organisme pour arriver à ses fins et nous attaquer. Donc, à partir de là, on peut se dire, bon, alors, le froid favorise tout ça, évidemment. Alors, je vous ai dit que j'allais vous raconter mon histoire avec la petite souris. Ce qu'on s'est amusé à faire, parce que des chercheurs se sont amusés à faire, c'est de tester, en fait, 2 populations de souris et de les soumettre à différentes températures. Alors, on a soumis le premier groupe à 33 degrés, le deuxième groupe à 37, hein, ce qui fait pas une différence énorme, et de voir si elles chopaient les maladies. Et on a remarqué que effectivement, le groupe de souris qui était soumise à 33 degrés, eh ben, avait plus de mal à se défendre. Mais on a aussi fait l'expérience avec des souris qui avaient un système immunitaire déficient, et on a remarqué que de toute façon, elles, que ce soit 33 ou 37 degrés, eh ben, ça fonctionnait pas. Elles étaient de toute façon à chaque fois malades. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a effectivement le contexte qui fait qu'on est malade, mais il y a aussi, on peut se dire, mais pourquoi moi? Parce que ça nous arrive à tous de partager un bureau ou même avec la famille, de partager une pièce à vivre, d'être tous confinés comme ça, et finalement il y en a un qui est malade et les autres pas, ou il y en a 2 qui sont malades, le troisième n'est pas malade. Et pourquoi moi? Alors, vous êtes toujours vivant là dans le chat. Pourquoi c'est vous qui tombez malade et pas votre voisin? Voilà, exactement. C'est le système immunitaire. Heureusement, Jeg et Nathalie sont toujours vivants. Les autres, je ne sais pas. Donc, le truc, c'est... Voilà, alors, il faut que je fasse la diapo suivante. Alors, pourquoi moi, c'est l'immunité, finalement, le système immunitaire. Et alors là, on n'est pas tous égaux. Le voisin prend des huiles essentielles. Exactement, Sandrine, et on y vient. Il y a aussi de ça, il y a ce qu'on fait. Mais c'est pas uniquement la responsabilité de faire de prendre en fait quelque chose. C'est aussi en fait, simplement il y a 2 choses dans le système immunitaire. Il y a tout ce qui est inné, avec une réponse du système immunitaire, on va dire de base. Avec c'est quelque chose qui rentre par la peau, par les barrières, par le nez, et donc à ce moment-là vous avez la barrière physique. Alors déjà, si la barrière physique est atteinte, qui se passe en hiver avec le froid, le corps a tendance à sécréter de l'eau chaude parce qu'il faut surtout pas que l'air froid rentre dans les poumons.
Donc, c'est comme ça qu'on a le nez qui coule. Hein. D'ailleurs, le corps va produire un petit peu d'eau chaude pour réchauffer l'air qui rentre. Le problème, c'est que ça va assécher le mucus, notamment au niveau des voies respiratoires, du nez, des voies respiratoires. Et donc, j'étais en train de regarder le chat, j'ai perdu le fil. Oui, donc le fait d'assécher le mucus, ça va permettre au virus de rentrer. C'est pour ça que nos grands-mères nous disaient de mettre un nez. Ça évite que le corps se fatigue à réchauffer l'air, etc. Ça permet de garder au chaud. Donc ça, c'est la première barrière, la barrière physique, mais on a aussi, donc évidemment avec les globules blancs hein, qui sont là après la barrière physique, à repérer s'il y a des pathogènes qui rentrent dans l'organisme. C'est vraiment l'alerte qui disent hey, oh, attention, il y a un problème. Donc ça, c'est le premier niveau qui est à peu près le même pour tout le monde. Là où ça va changer, c'est surtout ce qui est système de défense acquis, où là, on va avoir les fameux anticorps qui interviennent, et ces anticorps, ils sont spécifiques. Et c'est le principe du vaccin. C'est-à-dire que quand votre organisme a déjà rencontré un agent pathogène, il a déjà sécrété les anticorps qui lui permettent de lutter contre cet agent-là, et il va garder en mémoire l'antigène qu'on trouve à la surface et qui reconnaît, il va garder tout ça en mémoire, et du coup, dès qu'il y aura une attaque du même virus, du même pathogène, et ben hop, il va se remettre à synthétiser beaucoup plus vite. Le problème, c'est que pour certaines personnes, avec la fatigue, on en parlait tout à l'heure, avec tout ça, et ben on va rencontrer une immunité qui est ralentie, qui est encore plus ralentie l'hiver avec le froid, plus ralentie encore quand on est déprimé, quand on n'est pas bien. Donc tous ces ralentissements, évidemment, conduisent à faciliter la vie des virus et des bactéries. Alors comment on fait? Ce qui est bien, c'est que les huiles essentielles, elles vont nous aider pour tout ça. Alors, les huiles essentielles, vraiment, on a tout ce qu'il nous faut pour alors, il y a des questions. Pourquoi utile? Il faut préciser. Eh bien, justement, je viens. Les huiles essentielles, elles sont intéressantes pour stimuler l'hiver parce qu'elles ont des propriétés mais diverses et variées et toutes vont nous intéresser. On a des huiles essentielles qui sont immunostimulantes, immunomodulantes. Je reviens après hein, sur chaque catégorie. Anti-infectieuses, antibactériennes, antivirales, il y en a même qui sont spécialisées pour désinfecter l'atmosphère, les antiseptiques aériennes. On a des huiles essentielles qui sont expectorantes, qui vont favoriser l'élimination du mucus quand on a une bronchite, quand on est encombré. On a aussi des huiles essentielles qui sont mucolytiques, donc elles qui vont liser le mucus hein, directement dans l'organisme. On a des huiles essentielles circulatoires, régénérantes, cicatrisantes, enfin bref. On a vraiment à notre disposition un arsenal voilà, complet, j'ai envie de dire, et en plus avec des avantages. Inflammation utile. Françoise, on n'abuse pas du chat, j'ai dit. J'y reviens, en fait. Je reviens sur chaque catégorie dans la suite. N'allez pas trop vite. Ne vous suis plus. Alors, au niveau des huiles essentielles immunostimulantes. Alors, on a dans cette catégorie-là des huiles essentielles qui vont nous servir à la fois en prévention et aussi en curatif. En prévention, pourquoi? Parce que sur ces huiles essentielles-là, on a une capacité, elles ont une capacité à stimuler notre production d'anticorps. C'est quelque chose qui a été mis en évidence, c'est-à-dire on a fait des analyses de sang et on a remarqué qu'il y avait plus d'anticorps qui avaient été produits après l'utilisation de ces huiles essentielles-là. Donc c'est intéressant. Et c'est intéressant si votre organisme a déjà rencontré le pathogène, c'est ce que je vous disais, si c'est tout nouveau pour lui, de toute façon, ça prendra du temps. Mais c'est pas grave, ces huiles essentielles-là vont permettre de stimuler. Donc, en prévention,
J'y reviens encore après, mais il y a beaucoup de gens qui prennent une huile essentielle qui est très réputée pour être justement comme ça immunostimulante, c'est le Ravinsara. Alors tout le monde prend du Ravinsara en hiver maintenant. Le problème, c'est que c'est pas toujours bien utilisé. Alors j'ai eu comme ça, comme retour d'expérience, je vous raconte la petite histoire, comme ça ce sera plus marquant et j'espère que vous ferez votre propre idée sur le sujet. Mais les personnes qui utilisent Ravinsara pur sur les poignets, comme ça, une goutte tous les matins, renouvelée, on leur conseille ça. Et il y a eu comme ça plusieurs personnes qui ont développé des allergies. Donc il faut faire attention avec la prévention. Prévenir, c'est bien, mais se créer des problèmes en plus, ça vaut pas le coup. Donc, attention avec la prévention, on utilise les huiles essentielles en prévention, vraiment quand on se sent particulièrement vulnérable, fatigué. Et même là, il est préférable d'utiliser la voie aérienne, de désinfecter un petit peu les intérieurs, d'utiliser par la voie respiratoire. Elle est beaucoup moins intrusive que la voie cutanée et encore plus que la voie orale où là vraiment on est sur du très très lourd. Donc évidemment en curatif, on va les utiliser directement, c'est-à-dire on va les utiliser dès les premiers symptômes, parce que j'entends dire oui mais les huiles essentielles ça marche pas, et ces gens-là utilisent les huiles essentielles quand ils ont tout essayé avant et que quand il n'y a plus d'espoir, hop, ils utilisent les huiles essentielles, mais non, voilà, utilisez dès les premiers symptômes, parce que plus vous attendez, plus la maladie s'installe, plus c'est compliqué. Donc alors, je vous ai mis les classiques pour soutenir la réponse immunitaire, c'est Citri, Saro, Ravinsara, Niaouli. C'est les typiques, on va dire, de l'hiver, puisqu'en plus, on a des huiles essentielles, en tout cas pour Saro, Ravinsara, Niaouli, qui sont riches en 1,8 cinéol et qui, du coup, sont expectorantes. Donc, c'est bien parce que souvent, on en a besoin pour les maladies de l'hiver, donc ça fait double emploi. Mais on a aussi des huiles essentielles auxquelles on pense un petit peu moins, avec... alors, la marjolaine, elle est, je vois Pierre, la marjolaine, elle pourrait rentrer, mais c'est pas la meilleure, en fait. J'ai sélectionné des huiles essentielles qui ont une puissance maximale, on va dire. Dans cette catégorie-là, auquel on pense moins, on a la sarriette de montagne, donc une huile essentielle riche en phénol, donc attention sur la peau, le thym à thurianol, le saturéoïde, j'arrive jamais à le prononcer, et le cispladanifère auquel on ne pense pas, mais qui finalement voilà, est utilisé l'été pour la circulation. On pourrait. Alors Eucalyptus radiata, il est pas forcément le plus utile en termes d'immunité. On va le retrouver après en tant qu'anti-infectieux et en tant qu'expectorant avec le cinéole, mais c'est pas, c'est pas. Mais oui, il y en a. Là, je vois je vois le chat qui s'active. Effectivement, il y a plein d'huiles essentielles qui sont utiles, mais il y a des spécialistes. Et là, par exemple, je vois passer plus de girofle, c'est une huile essentielle qui est une excellente anti-infectieuse, mais pas forcément la meilleure en tant qu'immunostimulante. J'y viens, Françoise, oui, sur la voie. J'y viens, mais vous êtes très rapide. Vous êtes très rapide. Alors, ensuite, ne me citez pas toutes les huiles essentielles. Ne me citez pas toutes les huiles essentielles. Il y en a qui sont plus ou moins puissantes. Voilà, la menthe poivrée, par exemple. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Là, dans les huiles essentielles expectorantes, donc qui vont être utiles, donc particulièrement bronchite, rhume tout grasse, dès qu'il y a du mucus, une sécrétion comme ça, donc on a besoin de respirer, d'ouvrir. Ça va être les huiles essentielles en première intention qui sont à 1,8 cinéol ou à eucalyptol. Donc, on a dit eucalyptol, on va retrouver les eucalyptus. Dans les eucalyptus, le plus sympa, on va dire, c'est l'eucalyptus radié. Les autres présentent quand même des contre-indications. Il faut être vigilant. L'eucalyptus radié, c'est celui qui est le plus doux. Moi, vraiment, c'est celui que je vous conseille d'avoir, en fait, si vous devez en avoir qu'un. On a encore ici le Saro, le Ravinsara Niaouli. Donc, vous voyez qu'ils sont multi-visages.
Et on peut citer aussi la myrte verte à cinéole et le laurier noble qui peut être intéressant. Le laurier noble, on n'y pense pas forcément, c'est vraiment notre titri local, enfin, en tout cas pour ceux qui habitent en France métropolitaine. Le laurier noble, il est vraiment très très intéressant et c'est vrai qu'on a tendance à le remplacer par le titri qui présente moins de contre-indications. Je me reconcentre sur le voilà, faut pas que je me disperse trop. Donc on a les expectorants, les mucolytiques qui vont aussi être intéressantes. Alors là, en première intention, c'est vrai que le romarin à verbenone, il revient très très souvent dans les synergies contre la bronchite notamment. Faut faire très attention parce que ces huiles essentielles mucolytiques, elles sont riches riches, tout est relatif, mais elles contiennent des cétones, les cétones qui sont neurotoxiques à proscrire chez les femmes enceintes et avec lesquelles il faut faire très attention avec les enfants. Donc, romarin, verbenone et licris, c'est pas les plus méchantes. Donc j'ai mis ces deux-là parce que en plus vous les avez peut-être déjà dans votre trousse, dans la mesure où c'est des huiles essentielles. Le romarin qui est utile pour le foie, il sera très utile à Noël, hein, celui à verbenone. Attention, je précise bien à verbenone. Et les licris italiennes, hein, qui servent aussi beaucoup pour les bleus. Donc voilà, vous les avez peut-être déjà avec vous. Et enfin, on n'y pense pas forcément toujours, il y a du décongestionnant respiratoire qui peuvent être un petit peu assimilés aux expectorants Saro, Ravinsara les plus connus, mais avec une action plus sur le long terme, on va dire. Plus sur le long terme, et donc ils sont aussi très très intéressants, mais on va plutôt les privilégier par voie aérienne, tout ce qui est pin, sapin, qui vont dégager les voies respiratoires. Je vois dans le chat, parce que je jette un coup d'œil régulièrement, laurier noble, virucide, fongicide. Oui, le laurier noble, il est très précieux. C'est vraiment l'équivalent du titri. C'est un anti-infectieux. Je ne l'ai pas remis forcément après parce qu'il présente un inconvénient. C'est oh là, il y a beaucoup de choses. Doucement sur le chat. Oui, pain sylvestre, tout à fait. Encens immunostimulant, l'encens, ouais, c'est très particulier. C'est très particulier l'encens à utiliser avec parcimonie. En plus, on a beaucoup de mal à trouver de l'encens de qualité. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que l'encens Boswellia carterii, il est menacé. On a de plus de mal à trouver des vraies huiles essentielles d'encens. Donc, il faut se méfier là-dessus. Donc voilà. Oui, bon, vous êtes en train de faire la conversation dans le chat, donc je vous laisse. Moi, je continue. Alors, quel dosage? J'y reviens après. Promis, tout va venir. Tout va venir, soyez patients. Alors, rapidement, pour la toux, on va avoir plutôt des huiles essentielles tout sèches et des huiles essentielles tout grasses. C'est comme les médicaments, finalement. Avec la myrte verte à cinéole qui est utile dans ce cas-là, et surtout le cyprès de Provence. Ouais, oui, il n'y a plus d'image, oui, c'est parce qu'en fait, j'ai un petit souci, il faut que je rajoute manuellement la caméra à chaque fois. Donc, des fois, j'oublie. Voilà, je suis de nouveau là, je suis pas partie. Et donc, cyprès de Provence qui est aussi très, très utile pour tout ce qui est tout des fumeurs, vous savez, tous les toux irritatives, les toux sifflantes aussi, toutes ces toux-là. Ça va être ces deux-là, myrte verte et cyprès. Et pour toutes les toux grasses, on va retrouver les expectorantes. Alors, comment on les utilise? En fait, toutes ces choses-là, ça va être... En fait, il faut bien comprendre que certaines huiles essentielles ne s'utilisent pas par voie orale. Hein, je pense au pin, sapin. Faut éviter. On ne connaît pas très bien les effets par ces voies-là. Ensuite, sur les voies les moins intrusives, au niveau de la diffusion, on ne va pas pouvoir aussi toutes les diffuser. Donc ça, on va le revoir dans le paragraphe sur la diffusion. Et au niveau de la voie cutanée, c'est la voie royale pour les huiles essentielles, elle est à privilégier. Il faudra simplement penser à bien diluer. Mais j'y viens. Vous êtes trop rapide pour moi. Donc, ensuite, les huiles essentielles anti-infectieuses. En fait, sur les huiles essentielles anti-infectieuses, on va avoir les huiles essentielles plutôt respiratoires, des huiles essentielles plutôt digestives, sachant globalement
dans celles que je vous cite, qui sont, on va dire, les meilleures, les plus puissantes, hein, je vois qu'il y en a d'autres qui sont citées dans le chat, mais là, on a vraiment les super-héros des anti-infectieux. Sincèrement, si vous avez que ça sous la main, ça peut servir à la fois en respiratoire, à la fois en digestif. Je pense à la sarriette, elle intervient aussi sur les infections urinaires. C'est des anti-infectieuses qui sont à spectre relativement large. Et ce qui est intéressant par rapport aux antibiotiques qu'on peut vous prescrire ou à tout ça, c'est que ces huiles essentielles-là, elles sont à la fois soit antivirales et antibactériennes. C'est-à-dire que, voilà, même si vous savez pas si c'est un virus ou une bactérie, vous allez quand même pouvoir utiliser l'huile essentielle et elle va faire son travail. Donc ça, c'est quand même une force par rapport aux médicaments conventionnels. Sur la surdigestive, on pense plutôt à les prendre par voie orale, par réflexe, parce qu'on se dit ça va arriver directement dans l'estomac, alors que en massage, ça fonctionne aussi très bien. La cannelle, elle n'est pas dangereuse, hein, il ne faut pas diaboliser les huiles essentielles, mais effectivement, elle est à manier avec précaution. Hein. C'est une huile essentielle qui est extrêmement, ce qu'on appelle hyperémiante, elle va chauffer, elle va provoquer un afflux sanguin, elle est extrêmement dermocaustique, mais c'est pas parce que je sais que sur le blog, j'insiste énormément sur les dangers des huiles essentielles, mais c'est pour qu'elles soient utilisées correctement. Une huile essentielle qui est bien utilisée, il n'y a pas de souci. Et c'est comme les huiles essentielles qui sont réputées douces, comme je vous disais, le Ravinsara qui est appliqué par des gens tout l'hiver, pur, une mauvaise utilisation, même avec une huile essentielle douce, va finir par poser des problèmes. Exactement. C'est l'excès qui fait le danger, Sarah, exactement. Totalement d'accord. Donc évidemment, on ne les utilise pas pures. La cannelle, c'est vrai que c'est plutôt la cannelle écorce, cannelle de Ceylan ou cannelle de Chine qui est préconisée. En fait, dans beaucoup de livres, mon expérience personnelle, c'est que la cannelle feuille, moi, c'est celle que j'utilise, elle est un petit peu plus douce. Et en fait, elle fait le job très très bien. Elle fait vraiment le job. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on a des anti-infectieuses qui sont plutôt antibactériennes, qui sont beaucoup plus douces pour la peau. Et justement, on va mélanger ces huiles essentielles-là avec les autres pour adoucir l'effet et aussi pour avoir un effet sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va avoir finalement dans une synergie, dans un mélange d'huiles essentielles pour traiter les maladies diverses ou autres d'ailleurs, une huile essentielle un petit peu en version artillerie lourde, et puis on va rajouter une huile essentielle comme ça un petit peu plus douce, déjà pour adoucir la synergie, surtout si elle est appliquée sur la peau, et puis pour agir un petit peu plus sur le long terme. Hop. Alors, j'y viens justement aux synergies. Donc toutes ces huiles essentielles-là, comment on va les utiliser? Alors, c'est ce que je vous disais, en prévention, je trouve qu'il est préférable de les utiliser en diffusion. Il ne faut pas dénigrer la diffusion. La diffusion, c'est une voie thérapeutique, ça peut être une voie thérapeutique, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est efficace, hein, c'est très efficace. Donc voilà, pour préventif, privilégier la diffusion. Puis pour le curatif, alors il y a deux choix. Il y a le cutané ou la voie orale. Dans les deux cas, il faut diluer. Hein. Ça, je le répète assez sur le blog. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent là, qui ont été invités par un ami ou quoi. Donc je répète, jamais pur, toujours dilué. Ça, c'est mon credo. Donc, la voie orale, c'est pas plus efficace en fait. C'est plus intrusif. Voilà, le dosage est plus délicat et c'est pas forcément avantageux par rapport à la voie cutanée. Par contre, on peut combiner les deux. Et faites attention à ne pas dépasser, dans ce cas-là, les doses journalières. On ne dépasse pas 20 gouttes. 20 gouttes en tout d'huile essentielle dans une journée pour un adulte. Hein, pour un adulte, attention, parce que pour les enfants, c'est beaucoup moins. C'est moitié moins. Pour les huiles essentielles
dont on se sert comme ça, les mots de l'hiver. On va combattre des virus, des bactéries. Donc, c'est une concentration élevée, mais sur une courte durée. C'est un petit peu comme ça qu'on va fonctionner. Je regarde le chat après. Sinon je vais perdre le fil. Donc, 50%, sachant que les huiles essentielles très dermocaustiques comme la cannelle, on ne dépasse pas 20%. On peut la coupler avec d'autres huiles essentielles dans une synergie. Mais la cannelle, le clou de girofle, toutes ces huiles essentielles dermocaustiques, hein, vous retrouverez les infos sur les fiches, on ne dépasse pas 20%. Donc, une dilution à 50% sur 5 jours, 4 fois par jour. Donc, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que si vous mettez à chaque fois 5 gouttes d'huile essentielle, 4 fois par jour, vous êtes à 20 gouttes. Vous êtes déjà à la limite. Donc, ça va très, très vite. Mais c'est sur une courte durée. C'est sur 5 jours qu'on fait tout ça. Alors, en voie cutanée, j'ai vu passer dans le chat, on va masser à l'endroit concerné, tout simplement. Alors, sur tout ce qui est voie respiratoire, bronchite, rhume, ça va être le thorax, le dos, actuellement la gorge aussi, ça soulage ici. Ne faites pas qu'un seul côté, parce que souvent on a mal d'un côté, on fait d'un côté, ça m'est arrivé, donc je vous le dis, et ben ça passe de l'autre côté, donc on fait les deux côtés. Attention aux asthmatiques. Les asthmatiques ne supportent pas bien les huiles essentielles expectorantes à 1,8 cinéole. Et donc, on n'applique pas sur le thorax. Pour les asthmatiques, on fera uniquement le dos. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre là-dessus? Plexus solaire. Plexus solaire, c'est plus une application pour le stress, hein, c'est plus à ce niveau-là. On fait, par exemple, dans la journée, si c'est compliqué, d'aller masser au niveau du thorax, du dos. C'est vrai que 4 fois par jour, ça peut être compliqué. Donc, on peut faire sur les poignets. Vous savez, les huiles essentielles, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles trouvent leur chemin dans le corps. Donc, même si on n'applique pas exactement à l'endroit concerné, vont faire leur job, sûrement un petit peu moins efficacement que quand on applique directement, et ça fait leur job. Pour les problèmes digestifs gastro-entérites, on masse le ventre, hein, on masse le ventre. L'inhalation sèche, mais oui, c'est vrai que je fais pas d'aparté sur l'inhalation sèche. On pourrait éventuellement en parler quand il y aura la partie sur les questions, mais c'est inhalation sèche, inhalation humide, avec toutes les. On en reparle dans les questions, Alain. Je vous tutoie tous hein, ce soir. Tu me feras repenser tout à l'heure. Donc, dernier point, attention à la durée, à la fenêtre thérapeutique. C'est ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser des huiles essentielles 4 fois par jour comme ça pendant 3 semaines. C'est pas possible. Il faut respecter ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Donc souvent, on fait 5 jours de traitement, 2 jours de pause avant éventuellement de reprendre. Mais si ça n'a pas marché, on change à ce moment-là d'huile essentielle. Ou alors sur des traitements plus doux, hein, pas 50% comme ici, on fait 3 semaines d'utilisation d'huile essentielle, 1 semaine de pause. Voilà ce que c'est la fenêtre thérapeutique. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à se rappeler hein, entre les propriétés des huiles essentielles, savoir combien de temps on les utilise, combien de fois par jour, à quelle dilution. Mais c'est vrai qu'avant d'utiliser, c'est tout à fait en masse associée à une huile végétale. Oui, oui, quand je parle de dilution, c'est diluer l'huile essentielle dans l'huile végétale. Tout à fait, oui, oui, c'est important de. Oui, une semaine de pause sans aucune huile essentielle, voilà. Une semaine où on laisse le corps, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on absorbe des huiles essentielles, certes, c'est des produits qui sont naturels, mais c'est aussi un assemblage de composés chimiques qui va s'accumuler dans l'organisme et il faut du coup lui laisser le temps d'éliminer à un moment donné, sinon on engrange et on s'intoxique hein, quelque part. Hein. Ça a beau être naturel, on s'intoxique. Quel type d'huile végétale? Ça n'a pas une importance fondamentale là, dans le cas des maladies de l'hiver, celles qu'il y a dans la cuisine. Après,
Moi, j'aime bien le tournesol parce qu'il n'y a pas trop d'odeur, c'est très neutre, c'est pas cher, on en a toujours dans la cuisine. Macadamia, c'est une huile végétale qui est très bien, mais qui rancit très vite, donc attention. Noyau d'abricot, c'est très très précieux. Noisette amande douce, c'est très très bien aussi. Si vous en avez, c'est top. Jojoba, c'est précieux aussi. Jojoba, voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une huile végétale aussi précieuse que ce qu'on utilise dans les cosmétiques. Là, on s'en sert vraiment de vecteur. Quelles huiles essentielles ne nécessitent pas d'être mélangées avec les huiles végétales? Vous avez beaucoup de questions là dans le chat. Moi, ce que je vous propose, sinon, on va vraiment décaler. Alors, soit je prends les questions en parallèle, soit on les fait tout à la fin. Mais voilà, exactement, Joël, je suis d'accord. Je vais continuer mon topo et garder vos questions pour la fin parce que sinon, je suis très déconcentrée. Voilà. Alors, je voulais vous donner un petit exemple de synergie. J'avais déjà donné par mail simplement pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, là, dans cette synergie, donc c'est le docteur Baudou qui donne cette synergie-là. On est vraiment à 50%, puisque vous voyez, il y a 5 gouttes d'huile essentielle pour 5 gouttes d'huile végétale. Donc, on a une dilution de 50%. Thorax plus haut du dos, c'est ce que je vous disais au niveau du massage pour une bronchite, les voies respiratoires, et 3 à 4 fois par jour. Alors, dans cette synergie-là, on a mis une huile essentielle comme le Ravinsara qui est immunostimulante, expectorante, complétée par la myrte verte qui est une spécialiste du sujet, avec le romarin verbenone qui est une mucolytique et le palmarosa qui est un anti-infectieux doux qui va agir sur la durée, qui va adoucir la synergie. Donc voilà, c'est vraiment un exemple de tout ce que je vous ai dit auparavant sur les mots de l'hiver. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va passer à la diffusion. La diffusion des huiles essentielles, il y a vraiment pour moi deux voies qui sont intéressantes d'utilisation. C'est vraiment la voie thérapeutique, c'est-à-dire on va se soigner avec la diffusion, parce que c'est une voie thérapeutique à part entière, et on va avoir la voie vraiment de bien-être, le fait de se créer une ambiance chaleureuse, de se créer une ambiance olfactive, de se faire du bien, l'ambiance un peu cocooning. Donc, c'est là-dessus, je vais détailler les deux. Et donc, sur la voie thérapeutique, on a d'une part pour des huiles essentielles pour purifier l'air, vraiment qui sont des antiseptiques, ce qu'on appelle les antiseptiques aériennes. Et donc, dans cette catégorie-là, on a les agrumes zestes et les pains et sapins, qui sont les deux types d'huiles essentielles les plus réputés et qui en plus pour les agrumes sont top en hiver parce que ça donne un peps, c'est agréable quoi. C'est vraiment des huiles essentielles agréables à diffuser en plus. Pour les problèmes respiratoires, on va apprécier de diffuser les huiles essentielles à 1,8-cinéole. Mais aussi les pains et sapins, puisque c'est des décongestionnants, on a vu ça tout à l'heure, c'est des décongestionnants respiratoires. Alors, sur ces huiles essentielles à 1,8-cinéole, les personnes sensibles vont avoir des voies respiratoires asséchées. Ça a tendance à beaucoup assécher les voies respiratoires. Donc, ce que vous faites dans ces cas-là, vous mélangez. Vous mélangez une huile essentielle à 1,8-cinéole avec un pain, un sapin, un agrume. Comme ça adoucit un petit peu au niveau de la diffusion. Voilà. Et puis, je vous avais dit que j'allais partager avec vous mes petites recettes. J'ai 2 recettes que j'aime bien, notamment celle que j'ai appelée marché de Noël. Marché de Noël, c'est une composition vraiment, je trouve que ça a une odeur, ça fait un peu penser au pain d'épices, voilà. Donc c'est de saison. Je mets dedans de la cannelle feuille. C'est pas bien du tout. Parce que on ne peut pas diffuser toutes les huiles essentielles. Alors j'aimerais bien que dans le chat, au lieu de poser plein de questions que j'arrive pas à suivre, vous me disiez quelles sont les bonnes pratiques de diffusion. Quelqu'un a posé la question dessus, donc allez hop, je vous fais travailler. Quelles sont les bonnes pratiques de diffusion? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut diffuser tout ce qu'on veut ou pas? Un temps limité, oui Louise, tout à fait.
limité, c'est-à-dire on diffuse pendant 10 minutes normalement, c'est largement suffisant, et on s'arrête. 30 minutes, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ne pas diffuser en présence de personnes sensibles, oui, effectivement, les bébés, par exemple, on ne diffuse pas quand il y a des bébés, c'est pas bon du tout. Femmes enceintes, attention aussi. Alors là, ça va très très vite. Les huiles essentielles trop lourdes, en fait, Françoise, on peut les diffuser, selon le type de diffuseur, ça va salir le diffuseur. Donc c'est embêtant, mais on a le droit quand même de les diffuser. Exactement, on est interdit de diffuser les huiles essentielles avec des cétones, puisqu'elles sont neurotoxiques, et les phénols. Donc les phénols, ce qui se passe, si on veut les ajouter, comme j'ai fait en fait à une diffusion, comme la cannelle, on va les mettre à 5% maximum du mélange. Donc c'est ce qui se passe là avec la cannelle, c'est-à-dire que j'ai mis 0,5 gouttes, mais après vous adapterez en fonction de votre diffuseur. Et 0,5 gouttes, on peut pas mettre 0,5 gouttes, donc vous multipliez tout par 2. Donc, est-ce que vous m'avez tout dit? On a parlé de la durée, on a parlé des personnes sensibles, on a parlé des huiles essentielles qu'on n'a pas le droit de diffuser. Est-ce qu'on a tout dit? Oui, je crois qu'on a à peu près tout dit. Quel type de diffuseur? Alors, celui que vous voulez. C'est vrai que, comme dit Alain, le diffuseur à effet Venturi, moi, c'est celui que je préfère. C'est vraiment celui qu'on utilise pour la voie thérapeutique. C'est le plus puissant, hein, vraiment, puisqu'il diffuse les huiles essentielles quelque part pures, hein, puisqu'il n'y a pas d'eau rajoutée. Quand on a des enfants ou des animaux, on préfère utiliser un diffuseur qu'on appelle les brumisateurs, où du coup, ça va être un petit peu plus doux. Et puis, si quelqu'un colle son nez dessus, ou que vous avez un enfant qui vient coller son nez dessus, ce sera un petit peu plus dilué. Il faut surveiller quand même. Les animaux, on peut diffuser en présence d'animaux, mais il faut leur laisser la possibilité de sortir la pièce, parce que les animaux ont un odorat très très développé et ça peut très vite les incommoder. Voilà. Après, notamment, on parle beaucoup des chats. Les chats, c'est les huiles essentielles à phénol qu'il faut éviter avec eux en leur présence, mais ça tombe bien, de toute façon, on évite de les diffuser. Parce que les chats ne métabolisent pas en fait les phénols. C'est comme ça, ils ont pas le même organisme que nous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les animaux. On fonctionne pas du tout pareil. Alors, hop. Voilà. Alors moi, je vous incite. En fait, là, je vous ai donné une petite recette. Mais moi, ce que je vous incite à faire, c'est à faire vos propres compositions. Hein, à faire vos propres mélanges. Il n'y a pas de règle, hein, du moment que vous respectez la durée de diffusion et les huiles essentielles qu'il ne faut pas diffuser, et que vous avez un diffuseur de bonne qualité. Je vous incite vraiment à créer vos mélanges vous-même en fonction de ce qui vous plaît. Alors, c'est un petit peu comme les parfums, en fait. On va choisir des notes de tête. Donc, dans les notes de tête, c'est des notes très légères qui vont s'évaporer très vite. On a tous les zestes d'agrumes, la lavande fine. On a les notes de cœur, bon, là où on trouve la plupart des huiles essentielles. Et on aime bien aussi rajouter une note de fond, ce qu'on appelle une note de fond. C'est les huiles essentielles lourdes, là, qui étaient évoquées aussi dans le chat. Donc, par exemple, là, c'est le patchouli. Le patchouli, riche en sesquiterpènol, c'est une huile essentielle lourde et donc qui va donner un petit peu de profondeur à votre mélange. Voilà, pour composer, c'est une petite règle simple hein, d'avoir ces trois choses-là pour composer vos propres diffusions. Mireille, il ne faut pas rester dans la pièce, il me semble. Pour les adultes, ça pose pas de problème de profiter de la diffusion, justement, qui a un but thérapeutique de rester dans la pièce. Mais par contre, il faut bien aérer une fois que la diffusion est terminée. On n'est pas dans l'effet sauna où on se met dans la pièce, on bouge tout et puis on diffuse un max et on y reste pendant 1 heure. En fait, une fois que la diffusion est terminée, on en a profité, on aère bien la pièce. Voilà. Alors, au niveau des problèmes de peau, je passe aux problèmes de peau maintenant, parce que c'est vrai que quand j'étais en métropole, j'avais oublié, mais moi j'ai une peau sèche, réactive, et du coup, j'étais embêtée.
avec la peau qui tire, voilà, qui tire, qui fait l'effet crocodile, la totale. Et donc, comment on fait dans ces cas-là? Vous allez me dire, est-ce que vraiment les huiles essentielles peuvent aider? C'est vrai que les huiles essentielles, a priori, elles ne contiennent pas de minéraux, elles ne contiennent pas de vitamines, elles ne vont pas nourrir ce qui nourrit une peau. Ce qui la protège en hiver, c'est les huiles végétales. Donc, on a déjà commencé à parler des huiles végétales. C'est les huiles végétales qui, en laissant un film gras, vont éviter à l'eau de s'évaporer. C'est ça qui se passe. En fait, quand on a la peau sèche, c'est parce qu'on perd de l'eau. Donc, c'est vraiment en première intention, c'est plutôt aux huiles végétales qu'il faut penser. D'autant plus qu'on a des huiles qui sont très intéressantes, notamment le karité. Enfin, c'est plutôt un beurre. Le karité qui est régénérant, cicatrisant. Alors, je suis pas une spécialiste des huiles végétales. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Et c'est intéressant de s'y intéresser parce que, par exemple, pour une peau irritée, on va privilégier sésame, amande douce. Et dedans, on va pouvoir rajouter des huiles essentielles intéressantes. Alors, lesquelles? Par exemple, pour tout ce qui est peau inflammée. Alors, il faut savoir, l'inflammation, c'est une réaction normale d'une peau qui est agressée. C'est tout à fait normal qu'elle réagisse comme ça, par des rougeurs, etc. On a une huile essentielle qui est top pour ça, qui est très utilisée aussi par les personnes qui sont allergiques, c'est la camomille romaine. Camomille romaine, qu'on appelle aussi camomille noble, c'est la même. Elle est très très bien pour ça. L'ylang-ylang, on peut aussi l'utiliser, mais il est un petit peu moins adapté. Au niveau des dosages, on va être sur des dosages qui sont cosmétiques. Attention, rien à voir avec les maladies de l'hiver là qu'on a vu dosées à 50%. Là, on revient sur des dosages raisonnables à 1%. 1%. J'ai vu tout à l'heure passer dans le chat une équivalence. 1%. Donc, on calcule une goutte d'huile essentielle, c'est 0,05 ml. Donc 10 gouttes font 0,5 ml. Donc vous calculez pour avoir, c'est un produit en croix, pour avoir votre dilution comme ça. Au niveau aussi des huiles essentielles, on va avoir des huiles essentielles qui sont des régénérantes cutanées. Alors, on va retrouver encore le romarin verbenone qui est encore là. C'est une huile essentielle qui est très utile. Dans cette catégorie, on a aussi la carotte sauvage qui est un petit peu moins connue, la rose, très très chère. Donc, c'est pour ça que je parle du romarin verbenone qui est très bien là-dessus et qui vont être intéressantes à ajouter à peu près à toutes les synergies pour aider la peau à se régénérer. On a des cicatrisants aussi. Alors là, ça va être plutôt vraiment quand on a des gerçures, des crevasses, où on va avoir le cyste, l'adanifère, l'encens aussi qui est là, l'hélicryse italienne, la lavande fine, le palmarosa. Alors j'ai vu passer la lavande aspic. Et effectivement, la lavande aspic est aussi une huile essentielle très utile, mais qui contient des cétones et donc qui est un petit peu moins facile à utiliser. Donc, on se méfie. Voilà, donc ça va vraiment permettre de faire des mélanges efficaces à 1% pour la peau. On n'est pas obligé de concevoir une crème ou voilà, simplement d'avoir une huile végétale dans laquelle vous mettez les gouttes d'huile essentielle à 1%. Vous appliquez ça sur le visage, ça fait un petit film protecteur. Il y a aussi la possibilité d'acheter des bases de crème neutres. Voilà. Alors, sur les problèmes circulatoires. Alors, sur les problèmes circulatoires, là, on est sur quelque chose qui est un petit peu moins de l'ordre de la cosmétique et un petit peu plus de l'ordre du thérapeutique. Donc, les dosages vont être un petit peu plus élevés que pour les peaux sèches et irritées. Pour la coupeuse, on va être sur des dosages à 3%. Pour les engelures, on va plutôt être sur des dosages à 10%. Les engelures, c'est vraiment un phénomène qui est lié à des problèmes de circulation, mais j'attire votre attention là-dessus. C'est aussi très lié à l'alimentation. C'est aussi très lié à l'alimentation. Donc, quand vous avez des engelures, faites attention à tout ce qui est laitage, viande rouge, vin blanc, tous ces aliments-là jouent aussi beaucoup
là-dessus, les huiles essentielles ne font pas tout. Elles vont permettre en fait de refluidifier la circulation sanguine, de la facilité, mais ça va pas régler la cause. Attention. Alors, pour ces synergies-là, on va bien aimer aller du côté des huiles végétales de chanvre et de calophylle. Voilà, qui ont des propriétés intéressantes de chanvre pour la circulation, calophylle en tant qu'inflammatoire et aussi pour la circulation. Donc, c'est toujours bien de combiner une huile végétale qui a des propriétés intéressantes avec les huiles essentielles qui vont bien. Voilà, voilà. Alors, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble, mais je vous rassure, il nous reste la partie sur l'énergie. Donc, l'énergie des huiles essentielles l'hiver. Alors, je voulais quand même vous dire, je ne sais plus si je vous l'ai dit en intro, mais c'est vrai que faire le webinaire aujourd'hui, c'est quand même sympa puisqu'on est à 2 jours en fait du solstice d'hiver. On est à 2 jours. C'est toute une signification, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans tout ce qui était tradition païenne, une date qui était célébrée puisque c'est toujours le jour le plus court de l'année, ou la nuit la plus longue, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et donc, à partir du 21 décembre, on va commencer à revoir les jours s'allonger. Et c'est vrai que sur cette période hivernale où les nuits sont longues, où on manque de soleil, les huiles essentielles vont nous apporter, en fait, au-delà de toutes les propriétés thérapeutiques dont j'ai parlé, elles vont nous apporter, on pourrait dire, un petit concentré d'énergie solaire qui va agir au niveau du moral, voilà, sur un plan un petit peu plus subtil que tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. Et pourquoi c'est des concentrés d'énergie solaire? Pourquoi on dit ça? Tout simplement, les essences des plantes, elles les synthétisent évidemment pour se protéger, pour se défendre des insectes. Ça, on connaît un petit peu ces systèmes-là, mais pas seulement en fait. On a pu mettre en évidence que les essences qui étaient synthétisées leur servaient de réserve, et donc finalement ces essences qui sont faites à partir de l'énergie solaire sont stockées et sont mobilisées par les plantes quand les jours raccourcissent, elles ne peuvent plus faire autant leur photosynthèse, et du coup, elles vont puiser dans ces essences-là. Donc voilà, nous aussi, on peut aller puiser dans ce concentré d'énergie solaire que sont les huiles essentielles, aller rechercher la joie de vivre dans les agrumes, hein, qui contiennent des coumarines, qui sont vraiment très associés en fait à ce sentiment de bien-être, hein, ça procure sur notre organisme. Et c'est pas pour rire, je ne sais pas si chez vous c'était le cas aussi. Moi, chez moi, on m'a souvent dit ah, mais vous avez de la chance, vous les enfants maintenant, on vous offre des cadeaux à Noël, mais dans mon temps, dans l'ancien temps, on offrait des oranges. Donc il y avait des oranges sous le sapin. Donc c'est faux parce que finalement, c'est bien fait vu tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Les oranges, le sapin, c'est des odeurs, des essences qui sont extrêmement bonnes en hiver. Donc la nature est bien faite, nos traditions sont bien faites. Donc il faut se priver d'orange. Je veux dire, quand vous mangez une orange, souvent ça gicle un petit peu la peau, etc. Quand vous épluchez. Ce que vous prenez à ce moment-là dans le nez, c'est l'essence de l'orange. C'est ce que vous avez dans votre flacon d'huile essentielle, hein. Donc voilà, il faut consommer les fruits de saison actuellement, les oranges, les mandarines, les clémentines. C'est top parce que ça nous apporte des vitamines, un tas de choses, mais c'est top aussi parce que ces essences-là, c'est exactement ce dont on a besoin en hiver. Donc, alors l'hiver, c'est aussi, alors là, je rentre plutôt dans tout ce qui est approche orientale, hein, avec le yin, le yang. L'hiver, c'est vraiment l'énergie yin, le froid, l'immobilité, le principe féminin. Il faut imaginer un paysage de neige, voilà, où on n'entend pas un bruit. Voilà, c'est vraiment l'hiver, c'est cette énergie-là. Alors, on peut chercher du coup à compenser cette énergie froide, immobile, yin, par justement des huiles essentielles très yang qui vont apporter l'énergie, qu'on appelle les huiles essentielles positivantes. Alors, je vois que vous vous endormez là dans le chat. Alors, les huiles essentielles positivantes, qui peut me donner des huiles essentielles positivantes?
si vous ne dormez pas. Allô, allô? Les huiles essentielles positivantes, yang, qui donnent de l'énergie. Oula, alors j'ai de tout, il y a du vrai, il y a du moins vrai. Bergamote, très bien. Cannelle, très bien. Ylang-ylang, pas tant que ça. Épinette, très bien. Orange, oui, tous les agrumes. Bergamote, agrumes, ça se copie dans le chat. Non, non. Eucalyptus, très bien. Ouais. Donc voilà, vous en avez. Alors, vous en avez cité quelques-unes, mais est-ce que vous savez comment on détermine quelles sont les huiles essentielles plutôt calmantes, je l'appelle yin, mais et qui sont calmantes, qu'on appelle aussi négativantes, et les huiles essentielles positivantes, qui sont dites dynamisantes. Alors en fait, ça nous vient. Hop, je vous affiche, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est pas grave, c'est pour l'illustration. En fait, on a mis en place cette classification où dans la moitié d'en haut, on a les huiles essentielles qui contiennent des composés chimiques qui sont donneurs d'électrons. C'est-à-dire sur un référentiel électrique, on a pu mettre en évidence que certaines huiles essentielles donnaient des électrons. On dit donc qu'elles donnent des électrons qui sont négativantes et vont avoir un effet calmant relaxant. Tandis qu'en bas, on a les huiles essentielles. Alors, elles ne donnent pas des ions positifs, elles ne donnent pas des électrons positifs, ça n'existe pas. Par contre, elles vont capter des charges négatives et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont positivantes et qui vont être toniques stimulantes. Et donc, c'est plutôt dans la partie du bas qu'on va puiser en hiver pour regagner un petit peu d'énergie. Et bizarrement, je vous constaterez, si vous arrivez à lire, en tout cas, je ne sais pas si sur l'écran c'est assez grand, qu'on va retrouver en fait toutes les huiles essentielles que j'ai citées jusqu'à présent. Les huiles essentielles à monoterpènes, donc pin, sapin, agrumes, où il y a souvent du limonène. Les oxydes, avec notamment le 1,8 cinéol qu'on trouve dans Ravinsara, Saro, Néoli. Les alcools avec les monoterpénols et les phénols. Et enfin, un certain type d'aldéhyde qu'on retrouve dans la cannelle. Donc, on retrouve vraiment toutes celles que j'ai citées jusqu'à présent. Et ben, c'est aussi celles qui, au niveau de l'énergie, vont nous apporter quelque chose de yang, de positif, de plus, de tonique. Alors, attention, selon votre sensibilité, si vous les utilisez le soir, ça peut vous empêcher de dormir. Mais ça, c'est très propre à chacun. Donc, si dans une synergie, vous voyez que ça vous empêche de dormir quand vous l'appliquez le soir, et ben adaptez. Alors, moi, je sais que pour ma part, mais c'est très variable d'un individu à l'autre. Pour ma part, je ne peux pas utiliser de géranium, par exemple, le soir. Je ne peux pas utiliser d'huile essentielle à monoterpénol ou pas en trop grande quantité. Ça m'empêche de dormir. Donc, c'est intéressant de connaître ce schéma-là parce que du coup, on va éviter dans la journée de s'assommer avec des huiles essentielles calmantes. Et à l'inverse, le soir, on va éviter de s'empêcher de dormir. Je vois les questions là dans le chat. Oui, oui. Mais c'est prévu que je vous envoie le support par email. C'est prévu. Tout est prévu. De toute façon, j'ai votre mail avec votre inscription. Donc, il y aura tout. C'est promis. Ceci dit, au niveau de cette énergie yang, certes, il faut la rechercher si vous êtes fatigué, mais il ne faut pas non plus oublier que notre organisme, il s'adapte en fait à son environnement. Et en hiver, on est un petit peu plus ralenti, il faut l'accepter, on est un petit peu plus calme, on s'adapte. Et il ne faut pas forcément aller à tout prix chercher comme ça à se dynamiser, si au contraire, on a besoin d'un retour sur soi, d'un moment de calme, d'un petit retrait. L'hiver est aussi fait pour ça. Alors, un petit truc pour lutter contre le froid, justement, c'est le massage de la zone des reins. Hop, quand on se met comme ça, vous allez être sur vos reins. Alors, je ne vous vois pas, mais faites-le derrière votre écran. Et donc, vous pouvez tout simplement masser de haut en bas comme ça. Ça marche. On peut aussi évidemment utiliser des huiles essentielles. Alors celles qui sont top, c'est bon. Les surrénales, c'est bon pour le moral. C'est un moyen mémotechnique. C'est-à-dire que masser à cet endroit-là avec des huiles essentielles à pinène, donc alpha-pinène, bêta-pinène, qui sont des composés chimiques qui sont cortisone-like, ça va permettre de stimuler ici.
Exactement, Alain. Ouais, zone endocrine. Permettent de stimuler les glandes surrénales qui sont, sans rentrer dans le détail, qui sont vraiment à l'origine de notre réaction hormonale, à l'origine de notre réponse au stress, à l'origine de beaucoup de maux. Donc, ça peut être aussi une très bonne piste pour, voilà, pour un petit coup de fatigue. Donc, dans cette catégorie-là, on retrouve pince à pain, mélèze, Épinette noire, qui est une huile essentielle très très intéressante sur le plan énergétique, le catracaille, j'en oublie certainement, j'en oublie toujours en fait. Et donc si vous regardez, c'est toutes celles qui contiennent alpha et bêta pinène et donc qui sont très très intéressantes, mais pas seulement en cutanée. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces huiles essentielles-là en diffusion, tout simplement en diffusion atmosphérique. Vous allez prendre des huiles essentielles qui sont des bons antiseptiques, qui vont désinfecter et qui en plus sur le plan du moral, de votre humeur, vont être bénéfiques. C'est vraiment nickel. Alors Marie, oui, toujours dilué. Si vous utilisez en massage, c'est toujours dilué. Toujours dilué. En termes de proportion, moi je garde en tête quelque chose de très rapide. Quand j'ai des dilutions à faire et que je ne veux pas calculer, 10 gouttes, 10 millilitres. Voilà. C'est un bon ordre de grandeur à retenir pour avoir une dilution à 5%. Diffusion pour les enfants à partir de quel âge? Ah ben, alors, attendez. Oui. On va du coup passer aux questions. Est-ce que j'ai terminé? Oui, j'ai encore un petit truc pour vous tout à l'heure. Mais on peut passer aux questions. Du coup, je vais m'agrandir. On n'a plus besoin de ce qu'il y a dessous. Ah, je suis là. Hop. La diffusion pour les enfants, normalement, les huiles essentielles, 6-8 ans. C'est souvent ce qui est préconisé. Voilà. Avant, c'est juste. Voilà. Après, ça, encore une fois, ça dépend du type de diffusion. Si vous avez un brumisateur, ça va être beaucoup plus doux que si vous avez un nébulisateur, un diffuseur à effet Venturi. Alors voilà, maintenant c'est le temps. Merci Joël. C'est le temps des questions. Alors, je sais que je vous ai dit de noter vos questions. Je n'ai pas répondu à tout. Donc, c'est le moment. C'est le moment de me poser vos questions. Hein. On a encore 20 bonnes minutes. Peut-on les utiliser pures? Mais non. Mais non. Je vous ai dit, jamais pures, toujours diluées. On dilue toujours dans une huile végétale, que ce soit par voie orale ou par voie cutanée. Évidemment, pour la diffusion, c'est différent. Sapin géant a un autre nom. Abies grandis en latin, je ne sais pas du tout. Sinon, faut regarder le nom latin. Moi, j'aime beaucoup aussi le sapin pectiné, qui est très très sympa, qu'on appelle aussi sapin argenté, mais qui est une autre huile essentielle qui est réputée. Alors, je ne sais pas si le plan énergétique vous intéresse tous, mais qui est en plus réputé pour augmenter le taux vibratoire des maisons. Alors, attendez, ça descend. Attendez, stop pour le chat. Ne mettez plus rien, il faut que je remonte. Sur l'apport massage. Oui, sur l'apport massage, toujours dilué. Sous sa pharmacie de base, ça tombe bien, justement, je vais vous faire bosser là-dessus. J'ai prévu une dernière diapo, une petite dernière pour la fin. Olfaction bienfaisante, oui. Alors justement, c'était Alain, je crois, tout à l'heure, si je me trompe pas, qui avait parlé de l'inhalation sèche. On peut appeler ça aussi olfaction au flacon directement. Alors quand vous reniflez au flacon, c'est pas, j'ai pas pris de tube là, mais c'est pas, oh, ça sent bon, hop, je referme, je range. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Quand on fait une inhalation sèche, une olfaction au flacon, on respire lentement, profondément, une fois, on expire, une deuxième fois, on expire, on prend le temps, on est à ce qu'on fait, une troisième fois, on expire. Voilà. Sinon, vous êtes juste en train de renifler un parfum, ça n'aura pas d'effet thérapeutique. Et du coup, pour compléter sur l'inhalation, il y a aussi l'inhalation humide. Alors, il faut faire très attention. Alors, c'est un peu le remède de grand-mère, c'est-à-dire, vous savez, vous mettez le bol d'eau chaude comme ça, vous mettez une serviette sur la tête, et vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle dans le bol. Et vous reniflez les vapeurs. Mais alors, attention à ne pas se brûler, hein, déjà. Et surtout, ce qu'on répète pas suffisamment, c'est de ne pas sortir après dans le froid. Parce que ça
les poumons, ils se sont dilatés, ils ont bien ouvert, ils ont été confortables, ils ont absorbé le chaud. Et hop, si vous sortez à ce moment-là dans le froid, c'est très, très mauvais. Voilà. Je voulais dire, du coup, là-dessus. Alors, j'ai beaucoup de mal à vous suivre. Merci, bonne soirée. Ah, il y en a qui s'en vont. Oui, les yeux. Faire attention aussi aux yeux. L'utilisation sur les poignets pour la sentir, oui, mais les poignets, c'est vraiment très très pratique. En fait, quelle que soit l'utilisation que vous en faites, si c'est pour le moral, si c'est pour même un rhume, une grippe, les poignets, c'est pratique parce que vous allez pouvoir le faire même en étant au boulot, dans la journée. Voilà, c'est dans un bol, Mireille, il ne faut pas disperser. Vous allez trop vite, mais je reprends dans l'ordre après. Je finis donc sur ça, je me rappelle plus. Ça y est, je suis perdue. Oui, Mireille, il faut pas de dispersant en fait quand on absorbe parce qu'on ne boit pas le bol, surtout pas. C'est simplement qu'on respire les vapeurs. Donc il y a pas besoin, on les met comme ça pure dans l'eau, elle flotte. Et puis avec les vapeurs, ça va pénétrer dans l'organisme. Combien de temps faut-il masser? Alors Florence, le massage, eh ben ça dépend. Si c'est toi qui le fais, le temps que lui pénètre, et puis si c'est ton doudou, ben t'en profites pour que ce soit plus long. Bon, je commence à être fatiguée, je dis des bêtises. Mais le massage, il faut savoir, surtout en hiver, quand on est fatigué, on n'est pas bien, rien que le fait de masser, l'action de masser, surtout si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça libère les endorphines, les molécules du plaisir, qui est du bien-être, donc c'est très très intéressant. C'était sur les poignets, j'ai oublié, oui, les poignets, c'est une zone très innervée. Donc qui est très intéressante pour la pénétration des huiles essentielles dans l'organisme. Ça va très très vite. Donc c'est une zone qui est très intéressante, même si elle n'est pas spécifique d'une maladie ou d'une autre, quoi. Alors, je remonte dans les questions. De mémoire, j'ai vu passer une question sur où acheter les huiles essentielles. Alors, je suis très monomaniaque sur le sujet. Je vais encore vous parler de mes petits producteurs. Non, c'est vrai. En fait, bon, c'est très difficile en fait de parler de ce sujet-là sur le blog parce que voilà, moi je suis juste, je suis un tout petit poussé dans ce milieu-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des trucs assez discutables qui sont faits avec des huiles essentielles produites par les gros laboratoires. C'est-à-dire que voilà, il y a des huiles essentielles qui sont achetées en Chine avec une qualité médiocre, avec notamment les pics de composés chimiques caractéristiques de ces huiles essentielles-là qui n'apparaissent pas. Du coup, pour les compenser, certains laboratoires, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais vont acheter des huiles essentielles d'excellente qualité à un prix beaucoup plus élevé et vont les mélanger en fait à ces huiles essentielles. Et donc cette soupe, on va vous la servir comme étant une huile essentielle. Bon, si vous vous intéressez aux huiles essentielles, vous savez bien que l'huile essentielle, c'est un produit qui est quelque part un produit vivant et qui voilà, qui nécessite d'être de pas être mis en mélange comme ça, d'être produite dans un champ, d'être cultivée, d'être distillée et d'être mise en flacon. Le fait de jouer au petit chimiste avec les huiles essentielles, c'est vraiment pas top top. Moi, vraiment, pour vos achats, je n'ai qu'une seule réponse, c'est de vous inciter à vous rapprocher des petits producteurs. Si vous en avez un près de chez vous, tant mieux. Si vous n'en avez pas, ils vendent aussi par correspondance. Donc, il n'y a aucune excuse. Et à ce moment-là, voilà, vous êtes sûr d'avoir une huile essentielle de qualité. Moi, franchement, depuis ça fait 1 an et demi que je tiens un blog, 1 an et demi que je passe mes commandes comme ça à distance, j'ai jamais eu de soucis. Donc, vous les retrouvez dans l'annuaire sur le blog, c'est l'onglet Shopping qui est tout en haut. Donc, vous pouvez me citer toutes les marques de laboratoire, que ce soit Pranarone, Amazon, etc. et faire de la pub, je ne démordrai pas. Voilà, de ce que je viens de vous dire. Exactement, Nathalie, les petits producteurs, ils sont top. C'est des gens qui sont passionnés par leur métier et qui ont souvent du mal à vivre uniquement des huiles essentielles. Moi, je connais un petit producteur en Bretagne. Voilà, ils ont tous les deux un métier de bureau et un métier libéral pour l'autre, et ils vendent les huiles essentielles parce que c'est leur passion, etc. et qu'ils les font. Chez nous, au Maroc, Hakim, je serais très intéressée si tu nous trouves un petit producteur. Je le rajouterai à l'annuaire. Je ne connais pas. Il y a d'autres personnes qui
sur le webinaire, eh ben, faut pas hésiter à partager hein, les bonnes adresses. Moi, j'ai rajouté plein de bonnes adresses données par des lecteurs dans l'annuaire sur le blog. Donc voilà, hein, c'est pas, moi, j'ai pas commandé des huiles essentielles chez tout le monde à tout le monde. Donc, c'est des recommandations des lecteurs. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions autres? J'ai vu passer des questions, mais elles sont remontées dans le chat. Le temps de conservation, Marie-Chantal, oui, de conservation. Alors, je vais parler de synergie aussi, de conservation d'huile essentielle mélangée à des végétales, etc. Donc, je vais grouper en fait ces questions-là. Les huiles essentielles, il y a une durée de conservation, on va dire, qui est de l'ordre réglementaire, qui est indiquée sur le flacon, qui est pas forcément la bonne. Hein. C'est un petit peu comme les DLUO des aliments. C'est pas forcément vrai, notamment toutes les huiles essentielles à monoterpénol comme un géranium, comme la rose, elles vont même se bonifier avec le temps, elles vont prendre un petit peu de profondeur. Le patchouli, par exemple, typiquement est une huile essentielle qui se bonifie avec le temps et même si on veut avoir l'odeur caractéristique du patchouli, il faut le laisser maturer. Et donc voilà. Après, il y a des huiles essentielles qui se périment très vite. Ce sont toutes les essences d'agrumes qui, du coup, il faut vraiment respecter la date inscrite sur le flacon. C'est 3 ans hein, pour ces essences-là. Elles sont plus fragiles, c'est comme ça, parce qu'elles contiennent des monoterpènes. Alors, c'est pas juste pour vous embêter ou vous faire consommer plus. Les huiles essentielles qui contiennent des monoterpènes, donc tout ce qui est pin sapin hein, aussi, ça rentre dans la même catégorie que les essences d'agrumes, vont s'oxyder en fait, dès que le flacon est ouvert, etc. et produire des composés chimiques à l'intérieur du flacon qui sont allergènes. C'est pour ça qu'on fait attention à conserver particulièrement ces huiles essentielles-là très sensibles. Je vois passer l'info au frigo. Moi, je conserve, comme je suis en Martinique, je conserve les agrumes au frigo. Voilà. Donc, on perd un petit peu. Je ne peux pas faire de l'olfaction au flacon avec ces huiles essentielles-là parce que le froid fait que ça perd un petit peu de… Voilà, c'est très différent, mais c'est intéressant pour pouvoir les conserver. Dans tous les cas, si vous avez un doute, n'utilisez surtout pas sur la peau ou par voie orale. En diffusion, ce sera un petit peu moins grave. Il y a toujours moyen de réutiliser des huiles essentielles qui sont périmées en fait simplement pour parfumer le linge, des choses comme ça. Il y a toujours moyen de recycler. Et par contre, quand vous mélangez à une huile végétale, ça se conserve beaucoup moins longtemps. On donne 6 mois en fait en général pour ces mélanges-là. Le problème, c'est que 6 mois, ça dépend de votre huile végétale. Et ça dépend de la manière dont vous conservez et de la température qu'il fait. Si vous conservez de l'huile de macadamia à température ambiante, 6 mois, ça va être beaucoup moins que 6 mois, par exemple. Si vous mettez au frigo, ça va se conserver plus longtemps. On ne met jamais d'huile végétale qui rancisse facilement avec des huiles essentielles précieuses comme de la rose. On va choisir, quelqu'un évoquait en début de webinaire, du jojoba. C'est une des rares huiles végétales qui ne rancit pas. C'est génial. Donc même si c'est un petit peu cher, on va privilégier ce type d'huile végétale pour conserver les mélanges. Alors, je reviens sur les questions. Oula. Sandrine, avec les bébés ou tous jeunes enfants, est-il des huiles sans danger? Non. Les huiles essentielles, sincèrement, il faut être très vigilant. Par contre, sur les bébés ou les jeunes enfants, il y a un tas de remèdes. Hein. Je pourrais vous en reparler une fois, mais il n'y a pas que les huiles essentielles dans la vie. Il n'y a pas que les huiles essentielles. Pour les enfants, il y a le sirop de guimauve. En plus, ils adorent ça. C'est sucré, on peut le préparer soi-même. Voilà, il y a plein d'autres solutions. Hein. Et les hydrolats, je vais passer l'info des hydrolats. Sur les femmes enceintes, sur les bébés, les jeunes enfants, il faut privilégier les hydrolats. Ils ont des qualités très similaires aux huiles essentielles et peuvent se substituer dans certains cas. Après, il faut vérifier chaque hydrolat. C'est comme les huiles essentielles. Chaque huile essentielle est différente, chaque hydrolat aussi.
Hydrolat en diffusion, non, non, il n'y a pas d'hydrolat en diffusion, on ne diffuse pas les hydrolats. Les hydrolats, c'est de l'eau, ça va pas marcher. Non, non. L'hydrolat en diffusion. Préparations pour le visage peuvent s'appliquer sur les paupières. Non, faut éviter. Faut éviter d'aller trop près des yeux. Hein. Avec les huiles essentielles, c'est pas bon. Faut éviter. Hein. Faut rester loin des yeux. Hop, je remonte. Alors, je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Je regarde si j'ai répondu à tout le monde, mais je crois qu'il y a beaucoup d'échanges voilà, qui ont déjà trouvé leur réponse. Alors, ce que je voulais faire avec vous avant de se quitter, c'est de résumer quelles huiles essentielles on va avoir besoin chez soi en hiver. Alors, la trousse aroma de l'hiver, qu'est-ce que vous mettriez dedans? Qu'est-ce que vous mettriez dedans la trousse aroma de l'hiver? Je reprends les questions après, mais on fait la trousse aroma d'abord. On fait la trousse. Citrus, ravinta, oulala, oui. En gros, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir un anti-infectieux puissant. On va avoir des huiles essentielles qu'on diffuse, d'autres qu'on applique sur la peau. Tout. Pierre qui dit tout, oui. si on peut, c'est génial, mais c'est pas toujours le cas. On va avoir des huiles essentielles qui sont plutôt à spectre digestif, d'autres plutôt respiratoires. Je pense qu'effectivement, vous rejoignez tous sur le titri. Le titri, c'est une huile essentielle qui va... Alors, je vous mets ma dernière diapo. Hop. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Ouais. Voilà, en gros, 6 huiles essentielles pour l'hiver. Moi, ce que je vous dirais, c'est de prendre un agrume et une huile essentielle à pinène, un pain ou un sapin. Avoir ça déjà dans votre trousse, parce que ça va vous servir en diffusion, ça sert en olfaction, c'est des parfums qui sont agréables. Ensuite, d'avoir à la fois un anti-infectieux doux et un anti-infectieux puissant pour les gros cas problématiques. Alors, un anti-infectieux doux, Palmarosa, bois de rose. Si vous avez des enfants, surtout bois de rose, il faut faire attention, il y a la déforestation, mais le bois de rose, c'est une des rares huiles essentielles. Il y a la question, c'est vrai que sur les enfants, on peut appliquer du bois de rose dilué, évidemment, toujours dilué. On va aussi aimer avoir une huile essentielle à 1,8 cinéole hein, pour la respiration, pour tout ça, pour dégager les bronches. Là aussi, si vous avez des enfants, hein, j'en profite pour répondre aux questions par rapport aux enfants. L'eucalyptus radié, c'est vraiment la plus douce. L'eucalyptus radié, attention. L'eucalyptus radiata. Antiviral puissant. Alors, ça dépend si vous êtes plutôt sujet. Je vois passer dans le chat basilic estragon. Basilic estragon, ils sont très très spécifiques de la digestion. Ils sont intéressants à coupler, mais avec une anti-infectieuse puissante, comme la cannelle ou du clou de girofle. Tout seuls, ils vont être un petit peu limite pour une gastro. Ça va être difficile de venir à bout d'une gastro avec du basilic et de l'estragon. Mais par contre, ils sont intéressants à coupler parce qu'ils sont antispasmodiques, c'est-à-dire tous les spasmes, le mal de ventre qui accompagne la gastro, eh ben, ils vont pouvoir agir dessus. Donc, antiviral puissant, voilà. Cannelle plutôt, c'est pour digestion ou plutôt titri, même laurier-noble pour un antiviral puissant à avoir avec soi. Et puis, comme circulatoire, j'ai mis l'hélicryse italienne parce que souvent, vous l'avez déjà, en fait, dans votre trousse par rapport au bleu, aux hématomes. Alors, je regarde de nouveau. Je reviens à moi. Où est-ce que j'étais? Je suis là. Et je réponds aux questions. Dernière question. Là, on a 5 minutes encore pour les questions. Alors, enfant de 6 ans. À partir de 6 ans, il y a beaucoup d'huiles essentielles. Qui peuvent être utilisées dans des dosages adaptés. Hein, attention, c'est pas les mêmes dosages. Plus de 10 gouttes par jour, de toute façon. Hein, contrairement à l'adulte où c'est 20. Et pas toutes les huiles essentielles, mais je le marque en fait sur toutes les fiches d'huiles essentielles qu'il y a sur le blog, c'est marqué. Donc voilà, regardez, vérifiez bien ça avant.
Eucalyptus citronné globulus. En fait, alors eucalyptus citronné, il est vraiment utile, mais pour d'autres choses, hein, comme toutes les huiles essentielles citronnées, verveine citronnée, myrte citronnée. On va adorer utiliser ces huiles essentielles-là pour le moral, en fait. En massage sur le plexus solaire, elles font du bien, elles détendent. Ce sont des huiles essentielles, tout ce qui est citronné, qui sont sédatives. Attention, on va utiliser dans la journée. Ça peut faire dormir. Globulus, il est un peu plus délicat à utiliser parce qu'il contient des cétones neurotoxiques, donc interdits femmes enceintes, enfants. Voilà. Mais Eucalyptus globulus, pour un adulte en bonne santé, il fait très bien l'affaire. Hein, pas besoin de racheter de l'Eucalyptus radié. Comment choisir le diffuseur? Ah oui, Hélène, je suis désolée, j'avais vu la question passer, j'ai pas répondu encore. J'avais fait un article là-dessus. J'avais fait un article sur le choix du diffuseur, ça s'appelle la recherche du diffuseur parfait. Donc, si tu tapes ça dans le moteur de recherche du blog, tu vas tomber dessus. Et tu auras tous mes conseils parce que c'est vraiment une jungle. Après, moi, à titre personnel, je suis pas payée par la marque, mais j'en suis très satisfaite. J'ai un diffuseur qui est le Nobilé de Pranaro, mais qui, voilà, moi, il marche toujours très bien. Ça fait 1 an, je crois maintenant que je l'ai. Il est top. Il est top. Et en plus, tous les lecteurs qui l'ont aussi acheté en sont contents. J'ai encore une personne qui me dit ah, moi, ça n'a pas marché, il n'est pas bien. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille sans problème. Rester sur des questions relatives aux huiles essentielles de l'hiver, parce que là, je vois de tout en plus dans le chat. On reste sur le sujet. Louise contre-indiquée avec l'asthme, c'est les huiles essentielles à 1,8 cinéol et c'est en gros toutes les huiles essentielles en diffusion, il faut faire attention. Peut y avoir une réaction pour les asthmatiques. Voilà, il y en a qui supportent et il y en a où ça leur fait ça peut déclencher une crise, hein, carrément. Bonsoir, risque de surdose, diffusion plus massage. Oui, totalement. En fait, il faut bien considérer que la voie aérienne est une voie thérapeutique. Ça compte aussi. Ça compte aussi, même si c'est minime. Ça compte aussi. Donc, il faut prendre en compte. Quand vous calculez votre limite des 20 gouttes, il faut prendre ça en compte. Est-ce que chaque huile essentielle, Fanny, est à 20% ou est-ce que... Non, c'est la somme. C'est la somme. C'est la somme des huiles essentielles qui doit faire 20%. Quand on dit une dilution à 20%, c'est le total. Ouais, Nathalie, même Nathalie avait répondu. Merci Nathalie. Sinusite, eucalyptus citronné ou radié. Eucalyptus citronné, j'ai pas encore fait de fiche, donc je le connais un petit peu moins bien, mais pour une sinusite, ce serait plutôt du radié. En tout cas, le radié fonctionne sur sinusite. Après, il faudrait vérifier. Saro ou Ravinsara, les deux. C'est vraiment ces deux huiles essentielles, Mireille, qui se ressemblent beaucoup. J'ai une petite préférence pour le Saro depuis que j'ai découvert, qui a une dimension énergétique qui est réputée un petit peu plus grande. Franchement, c'est kiff-kiff. Hein. Au niveau de l'efficacité, j'utilise l'une et l'autre de manière, voilà. Alors, Reno, j'ai vu 2 fois Reno apparaître dans le chat. Alors ça, c'est quand même très très spécifique pour la maladie de Raynaud. On va évidemment pas soigner les causes hein, avec des huiles essentielles. On va pouvoir s'attaquer aux symptômes en favorisant la circulation dans les extrémités. Il faudrait regarder. Je préfère pas donner, je préférerais vérifier avant de vous donner une synergie sur des choses qui sont prescrites par des médecins. Je sais que dans le livre du docteur Baudou, il y a une synergie sur la maladie de Raynaud, soit docteur Baudou, soit docteur Willem. Donc, je regarderai, je vous enverrai ça en fait. Hein. Les questions auxquelles j'ai pas répondu, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ravinsara et Ravensara, plus forte mais plus rare. Non, Mireille, c'est 2 huiles essentielles totalement différentes. Donc, il faut bien vérifier le nom latin. Ravinsara, qu'on utilise l'hiver, c'est Cinnamomum camphora. Vérifiez bien sur vos flacons parce qu'il y a de grosses confusions avec ça. Ravinsara, c'est Cinnamomum camphora.
Si sur le flacon, c'est marqué Ravinsara santé, mais que c'est quand même Cinnamomum camphora, c'est bon. Si c'est du Ravensare aromatique, Ravensare aromatica en latin, là, ça va pas du tout. C'est pas du tout la même utilisation. Donc faites attention hein, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion il y a quelques années là-dessus, à tel point que les anciennes éditions de bouquins sont fausses en fait, comportent cette erreur-là. Donc toujours revenir au nom latin. Ça c'est très important quand vous avez un doute. Voilà. Donc, je termine là. Voilà, je vous avais dit 1 heure d'intervention, 1 heure de questions. Il est 14h30 chez moi. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je vais clôturer tout ça. J'espère que ça vous a plu, que ce format d'interaction vous a plu. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir pu faire votre connaissance par ce biais-là, même si ça reste très virtuel malgré tout. En tout cas, je trouve ça très sympa. Je vous envoie le support PowerPoint. Alors pas immédiatement, hein, dans la semaine. Et puis les questions qui ont trouver de réponse, il y en a. Pareil. Alors, je l'ai dit, il n'y aura pas de replay. Je vais peut-être reproposer une autre date parce que vous étiez 300 inscrits et que dans la salle, je ne sais pas si vous voyez affiché, vous êtes que 100. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas pu assister. Donc, voilà, pas de replay, mais peut-être une nouvelle édition. Voilà, donc du coup, je vous dis, pour ceux qui sont la nuit, bonne soirée. Pour ceux qui sont toujours en journée, et bonne fin de journée. Et puis, à bientôt sur le blog. Et puis pour d'autres, pourquoi pas, d'autres webinaires comme ça. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Hop. Alors, il faut que je coupe. Là.